thèse, hein, le rôle que pouvait tenir le médecin généraliste avec son environnement. Et vous avez dit, mais on a des propositions à faire pour que ça puisse se mettre en place, donc on vous écoute. Oui, donc en fait l'association généraliste et toxicologie existe depuis plus de 20 ans et elle a créé un outil qui s'appelle l'intervision. Alors à l'époque, c'était l'époque où arrivait la substitution, le médecin généraliste il ne connaissait rien et il fallait quand même un relais méthadone en ville, enfin il fallait savoir comment on faisait avec le Subutex. Bref, donc depuis, on a mené des réflexions avec l'ensemble des réseaux, on a fait évoluer cet outil et aujourd'hui, en fait, l'ARS nous demande d'étendre cet outil sur les Hauts-de-France. Pour l'instant, on est plus implanté sur le Nord-Pas-de-Calais. Donc, c'est vraiment un temps d'échange, d'expérience entre les professionnels, les champs médicaux, sociaux, psychologiques. Mais ça concerne uniquement les cas complexes. On ne va pas, tous les patients méthadone qui passent, on ne va pas consacrer du temps. Et surtout, c'est différent d'une synthèse. Parce que, bien sûr, ça se passe sans l'accord du patient, mais c'est aussi pour que les professionnels puissent exprimer leurs difficultés, c'est-à-dire que le patient n'est pas présent. Les difficultés des professionnels, finalement, et les interrogations des professionnels sont rarement évoquées, partagées. Et vu cette population qui a des problématiques très différentes, tous les cas sont différents, on ne peut pas dire il y a cas, faucon, on prend au cas par cas, on a comme objectif de mettre des priorités. Il y a une évaluation qui est extrêmement protocolisée pour ce dispositif. Et l'idée, c'est quand même de favoriser le décloisonnement ville-hôpital, ambulatoire et résidentiel, ou associatifs, hospitaliers, libéraux. C'est ouvert à tout le monde. Et quand je dis libéraux, c'est pas que les médecins, c'est les pharmaciens, maintenant c'est les infirmières, c'est les sages-femmes. Voilà, c'est ouvert à tout le monde, y compris, elles ne sont pas libérales, les infirmières scolaires dont on parlait. Une infirmière qui est en difficulté avec un ado, comment elle fait, bon, éventuellement, il y a une consultation, elle l'emmène au XAPA ou à la CJC ou ailleurs. Okay. Enfin, voilà. Et le médecin généraliste là-dedans, il a son mot à dire, il peut avoir... donc, il faut que la présence du généraliste soit considérée comme une priorité dans l'intervision. Mais bon, s'il n'est pas là, en tout cas, il faut que les informations lui parviennent d'une manière ou d'une autre, y compris par le patient lui-même. Faut pas l'oublier. Donc voilà, je voulais échanger avec vous. Il y a un stand dans le patio. Si ça vous intéresse, vous pouvez discuter avec les collègues, vu l'heure qu'il est. Je ne vais pas en dire plus. Merci. Donc effectivement, ça passe très vite, même si on a démarré un peu en retard, on va essayer d'être dans le timing, parce que quand on s'approche de l'heure du repas, on prend des risques. Donc peut-être, avant qu'on puisse échanger avec vous, parce que vous avez certainement des questions, en tout cas je l'espère, peut-être en 2 minutes, parce qu'on voit bien à quel point quand même la question du contenu, de la démarche qualité, mais aussi de la coordination des acteurs est très importante. Donc, Ambassadeur Scott, si vous pouvez nous dire vraiment 2 minutes la question de la transférabilité. J'aimerais ensuite que Michael Nassia puisse nous dire ce qu'il a été pendant 6 ans président de la Task Force Alcool. Et vous me disiez, sur cette question de coordination, comment ça peut fonctionner. Donc sur la transférabilité, les conditions de la transférabilité. Alors, les conditions de la transférabilité, bon, c'est déjà qu'on ait des programmes qui étaient travaillés aussi avec les parties prenantes, hein, c'est-à-dire nous, quand on a fait des adaptations de programmes, on a d'abord fait des pilotes avec, comme je vous le disais tout à l'heure, du qualitatif, pour voir ce qui va pas, et puis avec les professionnels usagers, et on ajuste. Voilà. Donc une première garantie, c'est quand même d'avoir un modèle d'intervention qui a fait déjà l'épreuve d'un certain nombre de pilotes. Bon. Alors si on a déjà une intervention sur le terrain, bon, si elle dure depuis un certain temps, qu'elle continue de se développer, c'est également un bon signe. Voilà, donc nous, après, derrière, la vraie question en termes de transférabilité, aussi de l'efficacité de ces programmes, c'est en termes de déploiement. C'est effectivement, pour nous, une intervention qui doit être efficace, c'est-à-dire avoir des impacts sur la santé à l'échelle d'une population, mais il ne faut pas que ça soit conduit juste sur 3 collèges ou 2 là. Parce qu'effectivement, nous, en termes de santé publique, ça ne fait pas tellement sens d'avoir ce type d'investissement.
vraiment l'enjeu est autour du passage à l'échelle et du déploiement. Donc comment trouver des structures qui ont les épaules suffisamment solides, voilà, pour derrière former largement d'autres acteurs. Voilà, effectivement, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ce que vous présentiez sur le niveau national, régional, local. Voilà, tout à fait. Et puis avec effectivement des financements dédiés à ces différentes missions. Donc ça pour nous c'est une première garantie. Maintenant le contrôle qualité, alors contrôle qualité c'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas de se doter d'un certain nombre d'indicateurs qui vont nous permettre derrière de venir réajuster. Voilà, de pouvoir réagir à des situations de déploiement, voilà, ça c'est extrêmement important. Et notamment, on voit que tout un tas de programmes qui étaient très bien notés dans des registres américains ou étrangers, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, se retrouvent déclassés, et sans doute suite à ce fameux passage à l'échelle. Comment est-ce qu'on passe à cette échelle-là, tout en conservant une bonne qualité de mise en œuvre de ces programmes. Donc ça, c'est vraiment un enjeu extrêmement important. Je pense que le deuxième enjeu, parce que malgré tout, on n'arrivera pas à arroser toute la France avec un ou deux programmes. Voilà, en tout cas, ça va nous prendre du temps. Donc il y a sans doute une alternative qui doit se développer conjointement à du déploiement large de programmes qui ont fonctionné, c'est de continuer à faire émerger des programmes, à les évaluer et comme ça pouvoir enrichir l'offre de services et le panier de services. Donc je sais que, et nous on a fait une étude, là on va l'exploiter bientôt, mais on allait regarder du côté des rectorats, du côté des ARS, pour voir quels sont sur leur territoire les programmes de développement des compétences psychosociales. Il y en a qui sont largement diffusés, en général aucun n'est évalué. Voilà. Et nous on pousse pour évaluer, parce qu'on a vu des programmes qui sont largement diffusés, là on a des résultats négatifs, c'est-à-dire il valait mieux ne rien faire. C'est quand même un problème. Bon, donc il faut évaluer, et à partir de là, ça permettra d'augmenter un petit peu l'offre de services sur ce type de programme, et de faire en sorte de pouvoir en faire bénéficier voilà, à une plus large population. Très bien, donc c'est effectivement un appel, et on pourra en discuter pour ceux qui mettent en place et qui expérimentent sur la nécessité d'évaluer les actions. Un dernier mot rapide sur la question de la coordination, parce que c'est vrai que voilà, c'est souvent un pan qui est le plus complexe, auquel on s'attache le moins et qui est fondamental sur qui fait quoi dans tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de l'expérience que vous avez eue en tant que président de la Task Force? Alors, en deux mots et assez rapidement, finalement, cette expérience Picarde, elle vient du fait qu'après les États généraux d'alcool en 2006, le préfet a créé 5 task force, et parmi les 5, il y avait une task force alcool. Et donc, c'était piloté par la préfecture de région. Et l'idée, elle était très simple à l'époque, mais ça a révolutionné les choses, je trouve, c'était de simplement mettre tous les acteurs autour de la table. Parce qu'en fait, il y a eu des auditions, etc. Et en fait, cette task force, la première chose qu'elle a mise en évidence, c'est qu'il y avait énormément d'actions, en fait, mais aucune coordination. C'est-à-dire que l'ami Desca faisait ça dans son coin, tels acteurs faisaient les choses très bien dans leur coin, tout ça, ça pouvait venir en interaction. Et l'idée de cette task force, c'est de se dire, on va coordonner les choses, et surtout, c'est la force de frappe, la task force, concentrer les moyens dans les peu de moyens qu'on avait à l'époque. Et à l'époque, c'était pas encore, on était préoccupé par l'évaluation, mais c'était pas encore à l'époque où on était dans une démarche de programme validé, etc. Donc on voulait justement promouvoir, on essayait de voir ce qui pouvait le mieux marcher sur certains territoires et justement le transférer au niveau simplement régional. Mais l'idée, c'était de faire des actions dans le milieu sanitaire, très simple, promouvoir le RPIB. En médecine générale, ça n'a pas marché. Mais médecine du travail, ça a marché très très fort, avec formation de formateurs, etc. Donc la dynamique régionale avec l'IREPS, notamment, ça a très bien marché. Ensuite, dans le milieu professionnel, dans le milieu du travail, c'est parce que c'est un moyen de toucher les parents, parce que très vite on s'est aperçu que faire des choses à l'école avec les parents, on s'est épuisé très très vite, ça ne marchait pas du tout. Avec l'éducation nationale, ça a pas mal marché, même si on a dû essuyer également des plats, parce qu'il y a un moment, vous avez beau déclencher une très belle action, mais pérenniser une action, lorsque l'équipe pédagogique qui était très investie n'est plus investie, lorsque ça change, tout bête, lorsque ça change de recteur, lorsque ça change de sous-préfet, etc., pour reprendre tout le cycle, et ça c'est très très long, et les acteurs s'essoufflent, auprès des jeunes, des femmes enceintes, etc. Donc l'idée c'était de mieux coordonner, de déclencher des actions à un même endroit, mais sur les différents fronts. Alors malheureusement, on n'a pas pu avoir une très bonne évaluation de tout ce qu'on avait fait pendant une dizaine d'années, mais on sentait quand même bien sur le terrain, quand on interrogeait les personnes, que oui, la priorité alcool, les méfaits d'alcool, etc. On sait qu'il y a des actions sur le territoire, il se passe des choses. C'était une époque aussi où on voulait faire vraiment respecter la loi
interdiction de la vente d'alcool aux mineurs. Et on s'était aperçu d'ailleurs à l'époque que les professionnels de santé avaient répondu très favorablement. Et on avait engagé une formation pour aider les caissiers et caissières à expliquer que non, on ne peut pas vendre, etc. Ce genre de choses. Donc quand vous avez ça qui est fait dans le milieu professionnel, auprès des médecins, auprès des parents, dans différents établissements scolaires, on s'est aperçu que ça marchait bien. Et donc c'est ce que moi j'ai proposé en tant qu'expert de l'expertise collective. Et finalement ça a été repris. Et il y a une autre expérience comme ça, je ne sais plus si c'est à Marseille ou à Nice, qui montre que une coordination locale, je pense, peut beaucoup aider à la mise en œuvre des programmes, parce que mettre tous les acteurs autour d'une table, ça n'a vraiment pas de prix. Et c'est comme ça, vraiment, je pense qu'on peut développer des choses intéressantes. Merci. Alors, on va prendre quelques questions, interactions, échanges avec vous. J'espère qu'on n'est pas si proche du repas que... 10 minutes. Voilà, 10 minutes, ça va. Vous pouvez, vous inquiétez pas, vous pouvez poser des questions, on ne va pas rogner sur la pause du déjeuner. Oui, bonjour, Martine Bernard, psychothérapeute, et j'interviens à la mission locale de Creil dans l'Oise. J'entends parler d'addiction depuis le début de la matinée, et ce qui m'intéressait, c'est de savoir si vous évaluez la différence entre l'addiction et le côté festif, surtout qu'on est dans une population de jeunes. C'est un peu comme ça que j'interviens moi-même dans des débats auprès de ces jeunes gens en grande difficulté, à qui je rappelle que boire un verre n'est pas forcément un souci, c'est une consommation régulière qui pose problème, voilà. Et à ce propos, justement, ce monsieur qui intervenait là, où vous faites des études sur ces problématiques, est-ce que vous avez pu distinguer tous ces aspects? Alors, Nickel Nassira, je crois que c'est une question pour vous. Oui, pour... Oui, c'est vrai qu'on a vite tendance à confondre tout un petit peu, hein, que ce soit même du côté certains professionnels, enfin je dirais collègues qui sont pas investis dans les addictions, mais dès qu'on parle des jeunes ou d'addiction en général, on voit tout de suite l'addiction, la dépendance, etc. Mais quand on est confronté au niveau jeune, c'est d'abord, on pense aux consommations à risque et pas forcément à tout mélanger. On parle d'alcoolisme des jeunes, je crois que c'est à tort, là, on parle de comportement à risque, de mise en danger dans des situations particulières. Et bon, effectivement, dans le repérage, ce qu'on essaye beaucoup de faire, c'est quand même de repérer ces problématiques, de distinguer quand même ceux qui ont une consommation à risque de ceux qui sont déjà dans une problématique addictive, parce que là, c'est pas du tout la même réponse qu'il faut apporter. Par contre, sur le côté festif, je laisserai ceux qui sont vraiment sur le terrain et leur approche, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a souvent à expliquer. On n'est pas forcément déjà dans une problématique addictive, mais de conduite à risque et multiple. Mais vous avez raison, il faut souvent expliquer ça. Oui, je crois qu'il faut vraiment différencier les choses. Il peut y avoir dans le public jeune qui fréquente le milieu festif des gens qui vont se défoncer et prendre n'importe quel produit lorsqu'ils sont sur le lieu du festif et pendant le temps du festif, et qui en dehors de ça, dans leur vie courante, ne consommeront pas du tout. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait une addiction en tant que telle, puisque l'addiction, c'est la répétition de l'usage de produits de façon très régulière et quotidienne. Mais là, on est bien dans du comportement à risque sur une consommation extrêmement importante à un moment donné, qui peut amener à des risques pour la santé, les risques d'accident, etc. Et les risques d'overdose, bien entendu. Donc il faut bien différencier les choses. Le mode d'intervention n'est pas du tout le même. Et on ne peut pas parler systématiquement d'addiction chez ces personnes-là, même si en milieu festif, il y a aussi des gens qui sont très addicts à leurs produits et qui vont avoir, même en dehors du festif, des comportements addictifs. Donc il faut tout relativiser, et chaque fois qu'on est face à un usager, savoir très précisément dans quel cadre il consomme, qu'est-ce qu'il consomme, à quelle fréquence il consomme, et seulement là on pourra évaluer et savoir s'il est déjà entré dans une dépendance, dans une addiction, ou si simplement un consommateur occasionnel qui, lors de ses consommations, prend des risques. Mais c'est dans la relation, je dirais, entre le professionnel et la personne et l'usager qu'on va pouvoir définir ça. C'est probablement pas au moment d'ailleurs où on est sur le festif, mais plutôt dans un tête-à-tête à part,
pour pouvoir rentrer un peu plus en détail dans un entretien cadré. Juste un petit mot aussi là-dessus. Nous serait que de notre côté, sur les enquêtes, ou même ce que fait l'OFDT sur des approches très populationnelles. Alors aujourd'hui, à la direction de la prévention et de la promotion de la santé, donc on a une unité addiction. Avant, quand c'était encore l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, c'était dans le département habitudes de vie. Voilà, donc c'est juste pour dire qu'on a cette approche-là, et derrière, en termes de morbimortalité, ce qui est visé, c'est les tumeurs, c'est les accidents cardiovasculaires. Chez les jeunes ou en milieu du travail, c'est aussi l'accidentologie. Voilà, donc on va avoir des indicateurs de consommation problématique, mais c'est vrai que nous, quand on parle de ça, avec à terme à réduire la morbimortalité,